Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Il était exactement 23h57 lorsque le train ralentit progressivement, annonçant son arrivée à la petite gare isolée de Saint-Albert. Le grincement métallique des freins résonnait dans le silence épais de la nuit. Les voyageurs étaient rares à cette heure tardive, et ceux qui se trouvaient encore à bord somnolaient lourdement, bercés par les mouvements réguliers des wagons. Au bout du quai désert, sous la faible lumière jaunâtre d'un lampadaire ancien, se tenait une silhouette énigmatique. C'était une femme, grande et mince, drapée dans un long manteau noir, impeccable qui descendait jusqu'à ses chevilles. Ses cheveux bruns, soigneusement attachés en un chignon strict, accentuaient la pâleur saisissante de son visage, en grande partie dissimulée par d'épaisses lunettes noires. La présence de ces lunettes, malgré la nuit avancée et l'absence de lumière vive, lui conférait un air particulièrement troublant, presque surnaturel. Les rares passagers qui descendirent du train passèrent à côté d'elle sans oser lever les yeux, intimidés sans doute par sa posture immobile, presque irréelle. Seul un vieil homme, portant une valise en cuir usé, osa la saluer timidement en inclinant légèrement la tête. Elle ne répondit pas, se contentant de tourner très lentement la tête dans sa direction, fixant un instant son interlocuteur d'un regard caché par les verres sombres. Troublé, le vieil homme accéléra le pas pour s'éloigner. Le chef de gare, Antoine Morel, observait la scène depuis sa petite cabine vitrée, située à quelques mètres de là. Il travaillait à Saint-Albert depuis plus de 30 ans et avait vu passer toutes sortes d'individus dans cette gare oubliée de tous. Mais cette femme avait quelque chose de différent. Quelque chose qui le dérangeait profondément sans qu'il puisse l'expliquer clairement. Il prit son stylo et griffonna quelques mots dans son carnet, relevant précisément l'heure à laquelle elle était arrivée, ainsi que les rares détails qu'il avait pu percevoir de sa physionomie. La femme, visiblement indifférente à tout ce qui l'entourait, s'avança lentement le long du quai pavé, faisant claquer discrètement les talons de ses bottines noires vernies. Dans sa main droite, elle tenait une petite valise en cuir rigide, au coin renforcé de métal doré. Son allure distinguée et sa démarche assurée semblaient indiquer une aisance certaine, contrastant fortement avec la simplicité rustique du décor environnant. En arrivant à la sortie de la gare, elle s'arrêta soudainement, relevant légèrement la tête, comme si elle cherchait à capter un son ou un mouvement dans la pénombre épaisse qui enveloppait la petite place. Quelques secondes s'écoulèrent ainsi, interminables, où seul le léger murmure du vent venait troubler le silence. Puis, comme surgie de nulle part, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta juste devant elle, moteur tournant doucement, sans aucun bruit supplémentaire. La porte arrière s'ouvrit de l'intérieur, révélant l'ombre massive d'un homme au visage dissimulé dans la pénombre. Sans aucune hésitation, la femme aux lunettes noires monta silencieusement à bord, s'installant confortablement sur la banquette en cuir sombre. La porte se referma aussitôt, avec un son feutré, et le véhicule s'éloigna rapidement, disparaissant dans l'obscurité sans laisser la moindre trace. Depuis sa cabine, Antoine Morel demeurait immobile, suivant du regard la voiture jusqu'à ce qu'elle soit avalée par la nuit. Cette arrivée tardive avait déclenché en lui un sentiment de malaise persistant. Tout à coup inquiet, il parcourut rapidement son carnet à la recherche de précédentes annotations. Ce n'était pas la première fois qu'un événement étrange se produisait ici, mais l'apparition de cette femme marquait sans doute un tournant. Décidé à en savoir plus, il nota le numéro de plaque qu'il avait entreaperçu, conscient qu'il venait peut-être d'assister au début d'une énigme dont les implications lui échappaient encore totalement. La voiture filait désormais à
Vive allure sur une route étroite, bordée de hauts arbres dont les branches semblaient vouloir saisir le véhicule au passage. À l'intérieur régnait un silence presque oppressant. Le chauffeur, aux traits durs et impénétrables, restait concentré sur la route, tandis que la femme aux lunettes noires demeurait totalement silencieuse, le regard fixé sur un point, invisible au-delà des ténèbres extérieures. Après une quinzaine de minutes, le véhicule ralentit et s'engagea lentement dans une allée étroite, dissimulée par d'épaisses haies sauvages. Au bout de celle-ci se dressait une grande demeure aux murs de pierre, imposante et austère. Faiblement éclairée par quelques lampes extérieures, elle semblait surgir d'une autre époque, entourée d'un parc immense plongé dans la pénombre. Le chauffeur descendit en silence et vint ouvrir la porte arrière. La femme descendit, levant lentement la tête pour observer la demeure devant elle. Elle semblait presque hésitante, immobile pendant quelques instants, avant de s'avancer, d'un pas déterminé vers les lourdes portes en bois massif qui s'ouvrirent immédiatement devant elle, sans que personne ne soit visible. Elle pénétra dans un vaste hall au sol marbré, éclairé par un immense lustre en cristal qui projetait des reflets brillants sur les murs tapissés de motifs anciens. Une atmosphère glaciale régnait dans la pièce, accentuée par le silence total qui dominait chaque recoin. Elle ôta ses gants noirs, révélant des mains fines aux doigts longs, ornées d'une seule bague ancienne au symbole étrange, gravée dans un métal précieux qui reflétait doucement la lumière. Dehors, cachée derrière un rideau à l'étage, une silhouette observait attentivement la nouvelle arrivante, suivant chacun de ses gestes. Les rideaux retombèrent rapidement dès que la femme aux lunettes noires tourna légèrement la tête vers la fenêtre. Malgré la rapidité de ce mouvement, elle avait certainement remarqué cette présence discrète, car un léger sourire, imperceptible et énigmatique, apparut brièvement sur ses lèvres pâles. Au même instant, le clocher de l'église lointaine sonnait lentement minuit. La femme leva doucement le visage vers le son lointain, comme pour marquer symboliquement son arrivée dans cette bourgade inconnue qui allait bientôt comprendre que rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, Saint-Albert s'éveillait lentement sous un ciel grisâtre, voilé d'une brume épaisse qui enveloppait doucement maisons et ruelles. Le village semblait toujours assoupi, comme si le passage mystérieux de la femme aux lunettes noires avait plongé le lieu tout entier dans une étrange léthargie. Marie Duval, propriétaire du café principal du village, ouvrit ses volets et regarda avec curiosité la place déserte, se demandant si la nuit avait apporté autre chose que l'habituelle tranquillité monotone. Elle commença à disposer ses tables extérieures, tout en jetant de furtifs regards vers la route menant à la gare. Antoine, le chef de gare, était passé tôt ce matin pour boire son café. Il avait mentionné, avec une inquiétude à peine dissimulée, l'arrivée tardive d'une femme mystérieuse. En moins d'une heure, le murmure discret de l'événement nocturne s'était répandu, doucement mais sûrement, jusqu'à atteindre toutes les oreilles curieuses du village. Des murmures se transformèrent vite en interrogations ouvertes, bientôt alimentés par les détails troublants partagés à mi-voix par Antoine lui-même, qui avait maintenant pris place au café, assis à sa table habituelle près de la fenêtre. Elle portait des lunettes noires, en pleine nuit, imaginez, répétait-il pour la 3e fois, tenant son café d'une main légèrement tremblante. Et puis cette voiture noire, surgissant de nulle part. C'était comme si elle savait exactement à quel moment arriver. Marie écoutait, intriguée, tout en essuyant lentement les verres du comptoir, les sourcils froncés. Elle connaissait Antoine depuis longtemps, assez pour savoir qu'il n'était pas homme à s'agiter pour rien. Cette histoire étrange l'avait clairement perturbé. Bientôt, plusieurs habitants curieux entrèrent dans le café. Ils venaient moins pour le café que pour entendre de leurs propres oreilles les détails de cette arrivée mystérieuse. En quelques minutes, l'endroit se retrouva plein, animé par des murmures excités, des regards interrogateurs et des théories naissantes sur cet inconnu. Parmi eux se tenait le maire, Lucien Delorme, un homme robuste aux cheveux grisonnants,
et aux yeux bleu acier, respecté autant que redouté dans le village. Il écoutait attentivement, le visage fermé, mais on devinait aisément son inquiétude croissante à mesure que les détails se multipliaient. « Cette voiture ?» demanda-t-il. À Antoine d'une voix ferme mais basse, « Est-ce que tu as réussi à noter la plaque ?» Antoine hocha lentement la tête, sortant son carnet usé de sa poche, tournant avec précaution les pages avant de lire le numéro à voix basse, presque à contre-cœur. Le maire fronça davantage les sourcils, notant mentalement l'information, avant de se redresser, annonçant d'une voix forte et rassurante « Ne vous inquiétez pas, ce n'est sans doute rien de grave, juste une touriste un peu extravagante ou une riche excentrique venue se perdre chez nous quelques jours. » Mais, dans sa voix, on percevait clairement qu'il ne croyait pas vraiment ce qu'il disait. Il quitta rapidement le café sous les regards interrogateurs des habitants, visiblement décidé à résoudre lui-même cette énigme qui venait perturber la tranquillité habituelle de Saint-Albert. Pendant ce temps, la femme aux lunettes noires s'était installée dans la demeure isolée à l'extérieur du village, semblant totalement indifférente aux spéculations qu'elle avait involontairement provoquées. À l'intérieur de la grande maison, elle parcourait lentement les couloirs, caressant du bout des doigts les meubles anciens, examinant chaque pièce avec une précision méthodique, presque scientifique. Elle s'arrêta dans un grand salon où trônait un piano à queue sombre et brillant. S'approchant lentement de l'instrument, elle effleura délicatement les touches, laissant échapper quelques notes cristallines qui résonnèrent doucement dans le vide froid de la maison. Ce geste simple semblait réveiller des souvenirs en elle, car elle ferma brièvement les yeux derrière ses lunettes opaques, comme transportée par une émotion silencieuse. Dans une autre pièce, à l'étage, l'homme discret qu'il avait observé la veille, Charles Montfort, se tenait immobile, l'oreille collée contre la porte, essayant de deviner les intentions de l'intrigante inconnue. Charles était le gardien officiel de la maison depuis des années, mandaté par une famille mystérieuse dont personne au village ne savait grand-chose. Cette soudaine occupation l'avait surpris autant qu'inquiété. Il redoutait surtout que cette femme mystérieuse soit venue réclamer quelque chose, une vérité enfouie dans l'histoire secrète de cette demeure isolée. Il décida finalement d'agir et descendit discrètement l'escalier en bois ancien qui grinçait légèrement sous ses pas. Arrivé au salon, il toussauta légèrement pour annoncer sa présence. La femme se retourna lentement, le visage impassible. « Madame, » dit-il d'une voix hésitante, « je suis Charles, le gardien de cette maison. Je suis surpris par votre arrivée si soudaine. Nous n'avons reçu aucune annonce de votre venue. » Elle resta silencieuse un long moment avant de lui répondre d'une voix calme et étrangement douce. « Vous devez être Charles Montfort, en effet. On m'avait parlé de vous. Votre discrétion est appréciée. Ne vous inquiétez pas, mon séjour ici est tout à fait légitime et je ne troublerai en rien vos habitudes. » Ces mots furent prononcés avec une assurance si naturelle que Charles en fut désarmé. Pourtant, quelque chose continuait à le déranger profondément. Il tenta de distinguer son regard à travers les épaisses lunettes noires, mais c'était impossible. Ce mystère le mettait mal à l'aise, comme s'il faisait face à une présence dont il était incapable de saisir les véritables intentions. Après avoir échangé quelques mots polis, il quitta la pièce, troublé plus que jamais, convaincu qu'il venait d'entendre une voix familière, ou peut-être juste l'écho d'un souvenir lointain qu'il pensait avoir définitivement oublié. Dehors, les premières gouttes d'une pluie fine commencèrent à tomber sur Saint-Albert, couvrant le village d'un voile humide et gris. Chaque habitant sentait que ce changement de météo accompagnait étrangement l'atmosphère nouvelle instaurée par la mystérieuse femme. Dans le café, Marie continuait à servir les clients, mais désormais, chaque habitant avait en tête la même question. Qui était vraiment cette femme et pourquoi son arrivée à Saint-Albert provoquait-elle autant d'inquiétude? Le mystère commençait à peine à se dévoiler, et Saint-Albert ne le savait pas encore, mais plus rien ne serait
Jamais pareil. 2 jours après l'arrivée énigmatique de la femme aux lunettes noires, le village de Saint-Albert était désormais traversé par une tension palpable. Chaque habitant avait entendu parler de cette inconnue installée dans la vieille demeure, isolée. Le mystère planait, alimentant rumeurs et spéculations sans fin. Mais nul n'était plus préoccupé que le maire, Lucien Delorme, qui sentait peser sur ses épaules la responsabilité de préserver le calme fragile de la communauté. Ce matin-là, Lucien quitta sa maison très tôt, avant même le lever du jour. Son visage, marqué par une nuit presque blanche, reflétait son inquiétude. Marchant d'un pas vif à travers les ruelles étroites, il salua brièvement les rares villageois déjà debout avant de se diriger vers son bureau, installé dans la mairie, un bâtiment ancien au cœur du village. Une fois arrivé, il s'enferma dans son bureau, tira les rideaux et alluma une petite lampe de bureau qui projeta une lumière jaune sur les dossiers empilés. Il savait qu'il devait agir vite, comprendre rapidement qui était cette femme étrange avant que la rumeur ne déstabilise complètement le village. Lucien sortit de son tiroir un carnet usé contenant les archives locales, ainsi que quelques documents officiels qu'il avait conservés précieusement depuis des années. Il commença à parcourir les pages jaunies, cherchant un indice, un détail qui aurait pu lui échapper. Chaque dossier, chaque acte notarial ancien était passé au peigne fin. Il s'arrêta enfin sur un document datant de près de 30 ans, concernant la demeure isolée où la femme s'était installée. Cette maison, appelée Villa des Ormes, appartenait autrefois à la famille Varenne, une famille fortunée dont l'histoire locale était entourée de secrets et d'événements tragiques. Le dernier héritier direct, Laurent Varenne, avait quitté brutalement le village sans explication claire, laissant derrière lui la demeure inhabitée pendant des décennies. Intrigué, Lucien feuilleta plus attentivement le dossier, découvrant des détails troublants. Laurent Varenne avait eu une fille, Clémence, dont la trace se perdait totalement après le départ de son père. Aucun document ne mentionnait explicitement ce qu'il était advenu d'elle, comme si elle avait été effacée volontairement de l'histoire locale. Un pressentiment profond envahit alors Lucien. Il fixa longuement le dossier devant lui, reliant mentalement les pièces de ce puzzle qui commençait à prendre forme. La mystérieuse femme aux lunettes noires pouvait-elle être liée à cette Clémence disparue? Décidé à obtenir des réponses claires, Lucien quitta rapidement la mairie et prit la direction de la petite bibliothèque municipale, tenue par Madame Agnès Richard, la mémoire vivante du village. En entrant, il salua poliment la vieille dame occupée à ranger quelques livres anciens sur une étagère poussiéreuse. « Bonjour Agnès, j'ai besoin de ton aide, » dit-il d'une voix ferme, mais empreinte d'un respect sincère envers cette femme qui connaissait mieux que quiconque les secrets du village. « Bien sûr, Lucien, que puis-je faire pour toi ?» répondit-elle en ajustant ses lunettes rondes. « Je cherche des informations sur Laurent Varenne et sa fille, Clémence. Ils habitaient autrefois à la Villa des Ormes. Tu te souviens ?» Agnès marqua un temps d'arrêt, un voile d'inquiétude passant rapidement sur son visage. « Pourquoi t'intéresses-tu soudainement à eux, Lucien ?» Quelqu'un s'est installé dans leur maison, une femme mystérieuse. J'ai besoin de savoir qui elle est, et surtout pourquoi elle est revenue ici. Agnès hésita un instant, puis fit signe à Lucien de la suivre vers une petite pièce à l'arrière, réservée aux archives sensibles. Là, à l'abri des regards indiscrets, elle sortit un classeur bleu sombre contenant des documents soigneusement protégés par des feuilles transparentes. « Voici tout ce que nous avons sur la famille Varenne, » expliqua-t-elle avec précaution. « Mais tu dois être prudent, Lucien. Cette histoire a toujours été douloureuse pour le village. » Lucien hocha la tête silencieusement et commença à examiner attentivement les archives. Rapidement, il découvrit une vieille photographie jaunie sur laquelle apparaissait Laurent Varenne, aux côtés d'une jeune fille, aux longs cheveux bruns et aux yeux étrangement mélancoliques. Son regard,
profond et troublant, ressemblait étrangement à celui que Lucien avait brièvement aperçu derrière les lunettes sombres de l'inconnu. « Cette fille, c'est Clémence », murmura Agnès en désignant la photographie. « Elle a disparu très jeune, quelques mois seulement avant que Laurent ne quitte définitivement Saint-Albert. On n'a jamais su pourquoi, mais certains pensent qu'il voulait cacher quelque chose, un événement tragique. » Lucien resta immobile, les yeux rivés sur la photographie, sentant une étrange émotion l'envahir. Il comprenait désormais que la femme aux lunettes noires pouvait être Clémence elle-même, revenue chercher une vérité enfouie ou peut-être réclamer justice pour une blessure ancienne. Pendant ce temps, à la Villa des Ormes, la femme aux lunettes noires semblait parfaitement consciente que son arrivée perturbait le village. Elle était assise dans le grand salon, observant attentivement le jardin à travers une fenêtre légèrement entr'ouverte. Derrière ses lunettes opaques, son regard insondable semblait plonger loin dans les souvenirs douloureux qu'elle seule connaissait. Charles Montfort entra discrètement dans la pièce, tenant à la main un plateau avec une tasse de thé fumant. Il déposa le plateau silencieusement devant elle et hésita un instant avant de parler. « Madame, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle hocha lentement la tête, sans se retourner. Pourquoi être revenue ici, après toutes ces années ? Un silence lourd s'installa avant qu'elle ne réponde finalement d'une voix calme et maîtrisée, mais empreinte d'une certaine tristesse. Il y a des vérités que l'on ne peut pas fuir éternellement, Charles. Des souvenirs qui exigent d'être confrontés, aussi douloureux soient-ils. Charles sentit un frisson parcourir son corps, comprenant alors clairement ce qu'il avait seulement soupçonné jusque-là. Cette femme était bel et bien liée au passé de la maison, à la famille Varenne, et probablement aux sombres secrets, enfouis dans les mémoires des villageois depuis des décennies. Au même moment, Lucien refermait les archives avec détermination. Il savait désormais qu'il devait aller directement à la rencontre de cette femme, lui parler, comprendre ce qu'elle cherchait réellement à Saint-Albert. Tandis que Lucien quittait la bibliothèque, décidé à affronter le mystère en face, les villageois, ignorant encore les véritables enjeux, continuaient de murmurer leurs inquiétudes et leurs théories, loin d'imaginer que leur petite communauté était sur le point d'affronter une vérité profondément enfouie, capable de bouleverser leur existence pour toujours. Le ciel au-dessus de Saint-Albert s'assombrissait lentement, alors que Lucien Delorme se dirigeait vers la Villa des Ormes. Il avançait d'un pas déterminé sur le chemin de terre humide qui serpentait à travers la forêt dense entourant la propriété. L'humidité imprégnait l'air, alourdissant ses pensées autant que ses pas. Les révélations découvertes dans les archives l'avaient profondément troublé, le poussant à une rencontre nécessaire, bien que redoutée, avec la mystérieuse inconnue. Arrivé devant les grilles rouillées de la villa, Lucien s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. Face à lui, la demeure se dressait, imposante et silencieuse, entourée d'une aura mélancolique. Il ouvrit lentement la grille grinçante et pénétra dans l'allée couverte de feuilles mortes, ses pas résonnant doucement sous les arbres immenses aux branches noueuses qui semblèrent le surveiller. À l'intérieur, la femme aux lunettes, noire, toujours assise dans le grand salon, regarda à travers la fenêtre et remarqua immédiatement l'arrivée du visiteur. Son visage resta impassible, mais un léger frémissement de ses mains révéla une émotion contenue. Elle se leva calmement et marcha vers l'entrée principale pour accueillir Lucien. Lorsque Lucien atteignit la porte, celle-ci s'ouvrit lentement, révélant la silhouette élancée de la femme, toujours cachée derrière ses lunettes sombres. Ils restèrent un moment silencieux, face à face, se jaugeant discrètement dans un instant suspendu, chargé d'émotions et de non-dits. « Monsieur le maire », commença-t-elle enfin d'une voix douce mais ferme, « j'attendais votre visite. » Lucien, légèrement déconcerté par cette entrée directe, retrouva rapidement sa contenance et répondit poliment. « Madame, je suis Lucien Delorme. Je présume que vous connaissez déjà mon identité. »
Puis-je entrer un instant ?» Sans mot dire, elle s'écarta légèrement pour lui permettre de passer, refermant doucement la porte derrière eux. Ils traversèrent le couloir silencieux avant d'arriver au salon, où Lucien observa avec attention l'environnement. Tout dans cette pièce semblait figé dans le passé, préservé dans un état impeccable, comme si le temps s'était arrêté. Elle lui indiqua un fauteuil, d'un geste élégant. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Lucien obéit, prenant place lentement, tandis qu'elle s'installait face à lui, croisant ses longues mains fines sur ses genoux. Derrière les lunettes noires, il percevait une intensité cachée, une attente silencieuse. « Je suppose que vous êtes venu ici chercher quelque chose de précis, » commença Lucien avec prudence. « Cette maison appartient à la famille Varenne. Pouvez-vous me dire clairement qui vous êtes ?» Elle garda le silence quelques instants, semblant peser soigneusement ses mots, avant de répondre finalement, d'une voix calme mais teintée d'une émotion subtile. « Vous avez déjà deviné, monsieur Delorme. Je suis Clémence Varenne. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de tout ce que cette révélation impliquait. Lucien, bien qu'il s'attendait à entendre cette vérité, ressentit un choc profond. Cette femme était donc réellement la fille disparue depuis longtemps, revenue après toutes ces années dans le village qu'elle avait quitté mystérieusement dans son enfance. « Pourquoi être revenue après tant d'années, Clémence ?» demanda-t-il doucement, adoptant volontairement un ton plus familier, comme pour briser la glace qui les séparait. Clémence leva légèrement la tête, son visage toujours partiellement dissimulé derrière ses lunettes noires, puis répondit, lentement, « Je suis revenu pour comprendre mon passé, monsieur Delorme, pour découvrir la vérité sur la disparition de mon père et les secrets que tout le monde semble vouloir garder cachés à Saint-Albert. » Lucien sentit son cœur accélérer. Il savait exactement de quoi elle parlait, ces secrets que le village entier avait enterrés pour préserver une paix fragile. Mais en regardant cette femme face à lui, déterminée et sincère, il comprit que l'heure était venue d'affronter ces vérités inconfortables. « Votre père, Laurent Varenne, est parti brutalement après un événement tragique, » expliqua Lucien avec prudence. « Nous n'avons jamais su exactement ce qu'il s'était passé. Certains disaient qu'il avait eu peur, d'autres qu'il avait quelque chose à cacher. » Clémence hocha lentement la tête, semblant peser chaque parole prononcée par Lucien. « Et moi, pourquoi m'a-t-il abandonné? Pourquoi m'a-t-il laissé sans explication ?» demanda-t-elle d'une voix légèrement tremblante, laissant percer pour la première fois une faille émotionnelle. Lucien prit une profonde inspiration avant de répondre avec honnêteté. Personne ici ne connaît la réponse exacte à cette question. Mais il y a des gens à Saint-Albert qui savent sûrement plus de choses qu'ils ne l'ont jamais admis. « Vous parlez de Charles Montfort, n'est-ce pas ?» interrogea Clémence, son regard perçant fixé sur lui. Lucien acquiesça en « Silence !» Charles Montfort, le gardien fidèle de cette maison depuis tant d'années, était probablement l'une des rares personnes à détenir les pièces manquantes du puzzle familial. Il était très proche de votre père, expliqua Lucien avec précaution. Il a sûrement des réponses. Au même instant, Charles apparut discrètement à l'entrée du salon, comme s'il avait perçu instinctivement qu'on évoquait son nom. Son visage pâle trahissait un malaise profond, alors qu'il se tenait immobile, observant silencieusement la confrontation qui se jouait devant lui. Clémence se retourna lentement vers lui, et pour la première fois, elle retira délicatement ses lunettes noires, révélant des yeux d'un bleu profond, étrangement mélancolique et douloureusement familier pour Charles. « Charles, il est temps de me dire la vérité, » murmura-t-elle doucement, une émotion intense traversant son regard désormais dévoilé. Charles baissa légèrement la tête, prenant une profonde inspiration avant de s'avancer vers elle, conscient que le moment qu'il avait toujours redouté venait d'arriver. « Clémence, il y a des vérités difficiles à entendre, » dit-il d'une voix grave et tremblante. « Mais tu mérites de connaître toute l'histoire,
Ton père ne t'a jamais abandonné volontairement. Il voulait te protéger. Lucien, spectateur silencieux de cette scène intense, sentit que ce qui allait suivre changerait pour toujours la vie de Clémence, mais également celle de Saint-Albert tout entier. La confrontation silencieuse dans ce salon figé par le temps venait d'ouvrir une porte vers des secrets profondément enfouis. Et désormais, rien ne pourrait arrêter la révélation imminente des vérités les plus sombres du village. Le salon de la Villa des Ormes baignait désormais dans un silence chargé d'attente. Lucien Delorme observait attentivement Charles Montfort et Clémence Varenne, sentant que les prochains instants détermineraient l'avenir non seulement de la femme mystérieuse, mais aussi du village tout entier. Clémence, le visage enfin dévoilé, les yeux bleus profonds emplis de questions douloureuses, fixait Charles intensément. Sa vulnérabilité soudaine contrastait fortement avec l'image glaciale qu'elle avait jusqu'alors soigneusement entretenue derrière ses épaisses lunettes noires. Charles, quant à lui, semblait profondément troublé. Il avait redouté ce moment durant des décennies, mais savait désormais qu'il ne pourrait plus reculer. Prenant une profonde inspiration, il s'assit face à Clémence, la voix légèrement tremblante. « Je suis désolé, Clémence. Tout ce que nous avons fait, ton père et moi, nous pensions sincèrement que c'était pour ton bien, pour ta sécurité. » Clémence hocha doucement la tête, invitant Charles à continuer. Lucien, toujours présent mais discret, observait la scène avec une intense concentration, conscient qu'il assistait à un moment crucial de vérité. « Il y a 30 ans, poursuivit Charles d'une voix grave, ton père, Laurent, avait découvert des choses inquiétantes concernant certaines personnes influentes à Saint-Albert. Il avait mis au jour des malversations financières, des secrets enfouis impliquant plusieurs familles respectées du village. Ces révélations auraient pu tout détruire ici, la paix, l'équilibre fragile que nous avions tous réussi à préserver. » Charles marqua une pause, son regard se perdant brièvement dans les souvenirs douloureux qu'il ravivait. Quand ils ont compris qu'il savait tout, ils l'ont menacé. Il a essayé de résister, de protéger ses découvertes, mais ils étaient dits prêts à tout pour le faire taire. Il avait peur, pas seulement pour lui-même, mais surtout pour toi. Clémence, bouleversée par ces révélations, sentit une douleur sourde monter en elle. Pourtant, elle trouva la force de demander calmement : « Mais pourquoi m'a-t-il laissé ? Pourquoi m'a-t-il abandonné sans aucune explication ?» Charles ferma brièvement les yeux, avant de reprendre avec une infinie tristesse. « Laurent savait que s'il restait, tu serais en danger. Il savait qu'il serait prêt à tout pour obtenir son silence, même à s'en prendre à toi. Il n'a pas eu d'autre choix que de disparaître en emportant ses secrets avec lui. » Un silence profond suivit cette révélation. Clémence sentit les larmes lui monter aux yeux, révélant sa fragilité cachée derrière l'apparente froideur qu'elle avait cultivée toutes ces années. « Et lui, qu'est-il devenu ? Où est-il parti ?» demanda-t-elle finalement, d'une voix presque inaudible. Charles hésita, puis sortit de sa poche un vieux papier plié soigneusement. « Ton père est mort, Clémence. Il est décédé peu de temps après son départ. J'ai reçu cette lettre il y a 20 ans, accompagnée d'instructions précises. Ne jamais te la remettre, sauf si tu revenais toi-même à Saint-Albert chercher la vérité. » Il tendit, lentement, la lettre à Clémence, qui la prit d'une main tremblante, les yeux embués de larmes. Elle déplia doucement le papier jauni par le temps, reconnaissant immédiatement l'écriture délicate et soignée de son père. « Ma chère, Clémence, si tu lis ces mots, c'est que tu es revenue à Saint-Albert, malgré les risques que j'ai essayé de t'épargner. Pardonne-moi, ma fille, pour cette vie que je n'ai pas pu t'offrir, pour mon silence forcé qui t'a condamnée à grandir seule et loin de tes racines. Je suis parti pour te sauver. Sache que tu étais mon unique raison de vivre, et que jamais un jour ne s'est écoulé sans que je ne regrette de t'avoir laissé derrière moi. Je te demande une dernière chose, Clémence. Cherche la vérité, mais sois prudente.
Ceux qui voulèrent me faire taire sont peut-être encore là, cachés derrière leur visage respectable. Ta vie vaut infiniment plus que n'importe quelle vérité. Ton père, Laurent. Clémence serra la lettre contre son cœur, laissant enfin libre cours aux larmes qu'elle avait retenues depuis tant d'années. Lucien, profondément ému, sentit une colère sourde monter en lui, dirigée contre les villageois qui avaient causé tant de souffrance à une enfant innocente. « Qui sont ces gens, Charles ?» demanda Lucien avec gravité. « Ceux qui ont forcé Laurent à fuir ?» Charles regarda Lucien d'un air sombre avant de répondre. « Je n'ai jamais su précisément tous les noms, mais certains sont encore bien installés ici. Ils occupent des positions influentes, convaincus que leurs secrets resteront toujours enterrés. »« Mais ils ont tort, » répondit Lucien avec fermeté, « parce que la vérité finit toujours par éclater. Saint-Albert ne peut plus cacher ses crimes. » Clémence, séchant lentement ses larmes, releva la tête avec détermination. « Je ne partirai pas d'ici tant que je n'aurai pas mis au jour ces secrets. Je le dois à mon père, mais aussi à moi-même. J'ai passé trop d'années à fuir mon passé. » Lucien hocha lentement la tête, conscient de la difficulté et du danger d'une telle démarche, mais résolu à soutenir Clémence quoi qu'il arrive. Charles, lui, semblait profondément soulagé, malgré son inquiétude. « Si vous êtes prêts à faire face à ces révélations, alors il est temps que je vous montre ce que Laurent m'avait confié avant son départ. » Il se leva lentement et ouvrit un tiroir dissimulé dans un vieux secrétaire en bois massif situé au fond de la pièce. Il en sortit une boîte métallique scellée, couverte de poussière et visiblement oubliée depuis longtemps. Avec une profonde respiration, il la posa sur la table devant eux, expliquant d'une voix basse « Dans cette boîte, Laurent avait caché tous les documents qu'il avait réunis. Les preuves des malversations, des crimes cachés, des identités protégées. » Clémence posa délicatement sa main sur la boîte, consciente que ce geste symbolique ouvrait la porte à une nouvelle bataille. Son retour à Saint-Albert allait désormais confronter le village à ses propres démons. Lucien, lui aussi, comprenait que le calme apparent du village était désormais définitivement brisé. Mais en observant Clémence, déterminée et prête à affronter son destin, il se dit qu'il était grand temps pour Saint-Albert d'accepter enfin sa vérité, aussi douloureuse soit-elle. Un silence intense enveloppa la pièce, alors que la boîte métallique, posée sur la table au centre du salon, capturait tous les regards. Clémence sentit son cœur battre avec force, consciente que le contenu de cette boîte renfermait des secrets capables de bouleverser à jamais l'équilibre précaire de Saint-Albert. Avec précaution, elle fit glisser lentement ses doigts sur la surface poussiéreuse, comme si elle craignait que l'objet puisse disparaître au moindre geste. Brusque, Lucien Delorme et Charles Montfort observaient attentivement, conscients du poids écrasant du passé sur les épaules de cette femme, désormais prête à affronter ses propres origines. Finalement, prenant une profonde inspiration, Clémence ouvrit doucement le couvercle métallique. Un grincement léger résonna à travers la pièce, semblant briser symboliquement le silence pesant des décennies d'oubli. À l'intérieur se trouvaient divers documents soigneusement pliés et des photographies jaunies par le temps. Clémence prit délicatement le premier dossier et l'ouvrit lentement. Immédiatement, une écriture familière apparut sous ses yeux, celle de son père, Laurent Varenne, précise et élégante malgré les années. Les documents révélaient en détail les malversations financières, les détournements de fonds publics et même des accusations d'escroquerie qui impliquaient plusieurs personnalités influentes de Saint-Albert. Chaque dossier comportait des preuves irréfutables, des relevés bancaires, des lettres compromettantes, des échanges dissimulés qui, mis bout à bout, formaient un tableau accablant pour les notables du village. Lucien, lisant par-dessus l'épaule de Clémence, ressentit immédiatement une colère mêlée de stupéfaction. Plusieurs noms, qu'il connaissait personnellement, apparaissaient clairement dans ces documents. Des personnalités respectées, des voisins en apparence honnêtes, des figures qui dirigeaient Saint-Albert avec une autorité morale incontestable étaient soudainement exposées comme de simples criminels ayant abusé de leur pouvoir.
Ces gens-là ont tout manipulé, murmura Lucien, choqué. Ils ont fait disparaître ton père pour préserver leurs secrets et maintenir leur domination sur ce village. Charles, profondément triste mais soulagé d'avoir enfin libéré ce secret, ajouta doucement. Laurent avait tout découvert par hasard. Au départ, il voulait simplement protéger sa famille. Mais dès qu'ils ont su qu'il détenait ces preuves, ils ont fait pression sur lui. Ils l'ont forcé à partir, sous peine de s'en prendre. À toi, Clémence. Clémence resta silencieuse quelques instants, absorbant ces révélations avec un mélange complexe d'émotions. Puis, doucement, elle prit une des photographies jaunies au fond de la boîte. La photo représentait une réunion privée, visiblement, prise secrètement. Plusieurs hommes se tenaient autour d'une table, visage clairement reconnaissable. Parmi eux, elle identifia immédiatement certaines personnalités importantes de Saint-Albert, y compris le notaire, Paul Vassal, le juge de paix, Henri Mallet, et même l'ancien maire, Augustin Leroux. Lucien prit la photo des mains de Clémence, fixant avec incrédulité les visages familiers et respectés. Il comprit alors avec horreur que tout ce temps, le village avait vécu sous l'emprise d'hommes corrompus qui avaient manipulé l'histoire, locale à leur avantage. Ces hommes ont construit leur pouvoir sur le mensonge et la peur, dit-il enfin, la voix chargée de colère. Il est temps que Saint-Albert apprenne la vérité. Clémence hocha doucement la tête. Mais ils feront tout pour nous empêcher de dévoiler ces secrets. Ils n'hésiteront pas à recommencer, comme avec mon père. Lucien releva la tête, déterminé. Cette fois-ci, ce sera différent. Nous serons prêts. Saint-Albert mérite de connaître cette vérité, quoi qu'il en coûte. Charles regarda intensément Lucien et Clémence, puis leur révéla calmement. Sachez que d'autres villageois connaissent une partie de cette histoire. Ils ont gardé le silence par peur, mais ils pourraient être prêts à parler si nous leur montrons ces preuves. Lucien prit une profonde inspiration, puis se tourna vers Clémence. Nous devons être prudents. Je propose que nous nous rendions discrètement chez Agnès Richard, à la bibliothèque. Elle est respectée, fiable, et elle saura nous conseiller sur la façon de gérer ces révélations sans provoquer immédiatement une panique générale. Clémence accepta silencieusement, consciente du danger réel que représentait désormais leur quête de vérité. Quelques instants plus tard, Lucien, Clémence et Charles se rendaient discrètement à la bibliothèque. Sur place, Agnès Richard les accueillit, intriguée par l'air préoccupé qu'ils affichaient tous. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en ajustant ses lunettes rondes sur son nez, inquiète. Lucien exposa brièvement la situation, lui montrant quelques-uns des documents et photographies. Agnès fut d'abord stupéfaite, puis profondément choquée. « Je n'imaginais pas que ça allait si loin », murmura-t-elle finalement, bouleversée. « Mais soyez prudents, ces hommes sont dangereux, même après toutes ces années. » Clémence la regarda intensément. « Vous pouvez nous aider, Agnès. Vous êtes la mémoire vivante de ce village. Vous savez mieux que quiconque à qui faire confiance et comment diffuser ces informations sans mettre quiconque en danger. » Agnès hésita un instant, puis finit par hocher la tête avec conviction. « Vous avez raison. Il est temps d'agir. Ce village a vécu trop longtemps dans l'ombre de ses secrets. » Au même moment, dans un autre coin du village, les hommes, dont les noms figuraient dans les dossiers secrets, recevaient déjà des murmures inquiétants. La fille Varenne était revenue, et elle fouillait dans le passé. Une réunion secrète s'organisait rapidement, tandis que le village tout entier s'apprêtait, sans le savoir encore, à faire face à une confrontation violente entre la vérité longtemps enfouie et ceux qui étaient prêts à tout pour la garder cachée. Clémence, Lucien, Charles et Agnès, désormais liés par la même quête de justice, étaient prêts à affronter ce danger imminent. Mais aucun d'entre eux ne pouvait imaginer à quel point la confrontation serait brutale, ni combien la vérité pourrait leur coûter cher. À mesure que la vérité commençait lentement à émerger à Saint-Albert, le groupe d'hommes visés par ces révélations, désormais conscients du danger imminent,
s'étaient secrètement réunis dans l'arrière-salle du bureau notarial de Paul Vassal. La pièce était sombre, seulement éclairée par une lampe tamisée posée au centre d'une table ronde en bois massif. Paul Vassal, notaire et homme influent, présidait la réunion, le visage marqué par une colère contenue. « Messieurs, la situation est grave. La fille Varenne est revenue, et elle a retrouvé les documents que Laurent avait rassemblés contre nous. Si ces preuves sortent au grand jour, c'est la fin pour chacun d'entre nous. » Henri Mallet, le juge de paix, répliqua sèchement. « Nous aurions dû tout détruire à l'époque. Ce Laurent nous aura pourchassés même depuis sa tombe. » Augustin Leroux, ancien maire du village, prit la parole calmement, mais avec une autorité naturelle. « Il est inutile de ressasser le passé. La question est de savoir comment régler rapidement cette situation. Clémence Varenne doit être neutralisée. » Le silence lourd qui suivit ces mots révéla à chacun la gravité de ce qu'il venait d'être suggéré. Mais aucun d'eux ne semblait prêt à reculer, convaincus que leur survie dépendait désormais de leur capacité à maintenir la vérité enterrée. « Neutralisée ?» demanda prudemment un autre notable, inquiet. Augustin Leroux fixa froidement « L'homme. Nous devons d'abord récupérer ces documents, coûte que coûte. Ensuite, la fille devra partir, volontairement ou non. » Paul Vassal, son regard sombre fixant les visages autour de la table, conclut d'une voix dure. « Faisons-le intelligemment. Si elle disparaît brutalement, ce serait encore pire. Utilisons les moyens subtils, pression, menaces indirectes, ou mieux encore, montons les habitants contre elle. Il suffirait de raviver leurs anciennes craintes, de réveiller leur méfiance. » Henri Mallet acquiesça lentement, convaincu. « Très bien. Alors organisons rapidement ces manœuvres et trouvons un moyen de récupérer ces documents avant qu'elle ne les révèle publiquement. » Ainsi fut décidé dans l'ombre, un plan subtil mais implacable contre Clémence Varenne et ses soutiens. Pendant ce temps, Clémence, Lucien, Charles et Agnès avaient établi leur quartier général, discret dans la bibliothèque. Ils y étudiaient les documents récupérés, conscients que chaque minute comptait. Lucien Delorme était particulièrement préoccupé. Ils savent maintenant que nous avons ces documents. Ils réagiront très vite. Nous devons être extrêmement prudents. Clémence, déterminée mais consciente du danger, répondit avec fermeté. « Nous n'avons plus le choix. Il faut exposer rapidement ces preuves devant le village. Ils seront alors impuissants face à la vérité révélée à tous. » Charles Montfort, cependant, semblait profondément inquiet. « Attention, ils sont capables de tout. Je les ai vus à l'œuvre autrefois. Ils ne reculeront devant rien pour garder le contrôle. » Agnès Richard, réfléchissant attentivement, proposa une approche stratégique. « Peut-être devrions-nous d'abord approcher discrètement certains habitants fiables, des personnes influentes mais honnêtes. Si nous parvenons à réunir assez de voix pour nous soutenir, ces hommes perdront leur emprise sur le village. » Lucien approuva immédiatement. « Excellente idée. Commençons par là. » Rapidement, ils établirent une liste restreinte de villageois à contacter en priorité. Parmi eux figuraient Jeanne Morel, une institutrice respectée, André Belin, propriétaire du journal local, et Pierre Jouve, pharmacien connu pour son intégrité irréprochable. Dès le lendemain, Lucien et Clémence rendirent visite à Jeanne Morel dans son école, après les cours. Jeanne, une femme discrète mais appréciée de tous, les reçut avec étonnement, mais une écoute attentive. Après avoir examiné les documents, elle parut profondément bouleversée. « Je savais que certains secrets existaient ici, mais jamais je n'aurais imaginé une telle ampleur. Je ferai tout ce que je pourrai pour vous soutenir. Vous pouvez compter sur moi. » Encouragés par ce succès, ils allèrent ensuite chez André Belin. À la lecture des preuves, André fut encore plus révolté. « Je publierai tout ceci dans le prochain numéro du journal. Le village entier saura enfin la vérité. » Clémence, cependant, intervint prudemment.
Soyez prudent, André. Ils réagiront dès qu'ils verront ces preuves exposées publiquement. J'en suis conscient, répondit-il avec détermination. Mais je n'ai jamais eu peur d'eux, et ce n'est pas aujourd'hui que ça commencera. Enfin, ils rencontrèrent Pierre Jouve, qui accepta immédiatement de participer à une réunion discrète à la bibliothèque le soir même pour préparer une action collective. Mais pendant ce temps, la riposte silencieuse du groupe dirigé par Vassal avait commencé. Des rumeurs inquiétantes se répandirent rapidement dans le village, laissant entendre que Clémence Varenne était revenue uniquement pour se venger, détruire la réputation des honnêtes villageois et ruiner la paix fragile de Saint-Albert. Bientôt, la méfiance s'insinua dans le cœur de certains habitants, ravivant les anciennes blessures, réveillant les craintes enfouies et divisant peu à peu la communauté en deux camps opposés, ceux qui voulaient connaître la vérité et ceux qui craignaient le chaos. Lucien, Clémence, Charles et Agnès réalisèrent rapidement l'ampleur du défi auquel ils faisaient face. Le village, désormais en proie au doute, devenait chaque jour un terrain dangereux où chaque allié potentiel pouvait rapidement devenir un adversaire. Ils veulent nous isoler, nous discréditer, conclut Lucien gravement lors d'une nouvelle réunion à la bibliothèque. Clémence, cependant, restait ferme. Nous devons tenir bon. Si nous cédons maintenant, ils auront gagné définitivement. Mais alors qu'ils réfléchissaient à leur prochaine action, la porte de la bibliothèque s'ouvrit brutalement. Antoine Morel, le chef de gare, entra affolé. « Ils sont en route vers la villa des Ormes !» cria-t-il. « Ils cherchent les documents et ils comptent incendier la maison si nécessaire pour tout détruire. » Un frisson parcourut l'assemblée. Sans hésiter, Clémence se leva. « Nous devons les arrêter immédiatement. » Lucien acquiesça, déterminé. « Allons-y ensemble. Cette fois, ils vont trop loin. » Le petit groupe sortit précipitamment de la bibliothèque, conscient que la bataille pour la vérité venait d'entrer dans une phase critique et décisive. À travers les rues sombres de Saint-Albert, Clémence, Lucien, Charles, Agnès, accompagnés d'Antoine Morel, avançaient rapidement en direction de la villa des Ormes. L'air humide de la nuit semblait chargé d'une tension palpable, comme si le village tout entier retenait son souffle avant une confrontation inévitable. En arrivant près de la villa, le groupe aperçut immédiatement plusieurs silhouettes sombres autour de la maison. Des lampes torches éclairaient furtivement les fenêtres et la porte principale, et des murmures hostiles montaient dans l'obscurité. Clémence s'arrêta brusquement, sentant son cœur s'accélérer. Ils sont déjà là. Nous devons intervenir immédiatement avant qu'ils ne détruisent tout. Lucien, analysant rapidement la situation, répondit calmement. « Attendons un instant. Voyons d'abord ce qu'ils préparent exactement. » Cachés derrière un massif d'arbustes, ils observèrent attentivement les hommes à l'œuvre. Paul, Vassal donnait des instructions d'une voix basse mais ferme. « Fouillez chaque pièce. Ces documents doivent être quelque part dans la maison. Si vous ne trouvez rien, brûlez-la entièrement. » Henri Mallet approuva sombrement, ajoutant, avec inquiétude, « Dépêchons-nous. Si quelqu'un nous voit, tout est perdu. » Le groupe se dispersa rapidement à l'intérieur de la maison. Seuls Vassal et Leroux restèrent dehors, surveillant nerveusement les alentours. Clémence se redressa soudainement, résolue à affronter directement ces hommes. « Je refuse de les laisser détruire mon passé une nouvelle fois. » Sans attendre une réponse, elle avança résolument vers les deux hommes, Lucien et les autres la suivant rapidement. En apercevant Clémence, Vassal et Leroux sursautèrent, surpris par cette apparition soudaine. « Que faites-vous ici ?» demanda Vassal d'une voix glaciale mais nerveuse. « Je suis chez moi, » répliqua Clémence d'un ton ferme. « C'est à vous de partir immédiatement. » Leroux avança d'un pas menaçant, mais Lucien s'interposa immédiatement. « Votre jeu est terminé, Augustin.
Nous avons toutes les preuves de vos crimes, et bientôt tout le village saura ce que vous avez fait. » Le roux, le visage rougi par la colère, rétorqua agressivement: « Vous n'avez rien compris, Lucien. Ce village a besoin d'ordre, pas de vos vérités inutiles. » À cet instant, Antoine Morel intervint courageusement. « C'est vous qui n'avez jamais compris. Le village mérite mieux que vos mensonges. » La confrontation verbale fut soudain interrompue par un cri venant de l'intérieur de la maison. « Nous avons trouvé les documents !» Vassal esquissa un sourire mauvais, lançant un regard provocateur à Clémence. « Vous voyez, tout finira bientôt en cendres. » Mais à cet instant précis, une voix ferme résonna depuis le chemin menant à la maison. « Je ne crois pas, Paul. » Tous se tournèrent vers la voix et virent André Belin, accompagné de plusieurs villageois, dont Jeanne Morel et Pierre Jouve. André tenait un appareil photo et plusieurs dossiers en main. « Nous avons déjà photographié tous les documents. Si vous brûlez la maison, les preuves resteront quand même. » Vassal blêmit immédiatement. « Vous mentez. Vérifiez vous-même, » lança André calmement, montrant ostensiblement les dossiers et les photos prises. À ce moment précis, la panique s'empara des complices de Vassal. Henri Mallet et d'autres notables sortirent précipitamment de la villa, réalisant qu'ils avaient été pris au piège. Le roux, furieux et désespéré, cria « Brûlez tout, immédiatement !» Mais personne ne bougea, paralysé par la présence massive des villageois venus soutenir Clémence et Lucien. Vassal comprit alors avec effroi que leur emprise sur le village venait de s'effondrer totalement. « C'est fini, Paul !» déclara Lucien avec autorité. « Vous avez perdu. » Vassal, vaincu, resta silencieux, tandis que le roux semblait prêt, à tout pour fuir. Mais Charles Montfort, anticipant ce geste, s'avança rapidement pour le bloquer. « Vous ne fuirez pas cette fois-ci. » Un silence pesant envahit alors la cour de la villa. Les villageois, autrefois silencieux par peur, avaient désormais repris courage grâce à la détermination de Clémence et de ses alliés. Mais soudain, dans un dernier geste désespéré, le roux saisit une torche abandonnée au sol et la lança en direction de la maison. Immédiatement, les rideaux d'une fenêtre proche s'embrasèrent, faisant jaillir des flammes rapides et menaçantes. « Non !» cria Clémence avec effroi, se précipitant vers la maison. Lucien la retint à temps. « Ah, c'est trop dangereux !» Le feu se propagea rapidement, illuminant la nuit sombre de Saint-Albert. Les villageois se mobilisèrent immédiatement, formant une chaîne humaine pour tenter d'éteindre les flammes avant qu'elles ne détruisent complètement la maison. Dans le chaos ambiant, les complices de Vassal et Leroux profitèrent de Mimant Onsas, la confusion pour s'enfuir discrètement dans l'obscurité, laissant leur leader seul, immobilisé par la honte et l'impuissance. Pendant que les villageois luttaient héroïquement contre l'incendie, Clémence resta figée, contemplant tristement les flammes dévorant la demeure de son enfance. Lucien s'approcha d'elle doucement. « Je suis désolé, Clémence. » Elle lui répondit avec tristesse mais résignation. Peut-être fallait-il cela pour que la vérité triomphe enfin. Après une longue lutte collective, l'incendie fut maîtrisé avant que la villa ne soit totalement détruite. Cependant, les dégâts étaient importants, et Clémence savait que désormais, une partie de son passé était perdue à jamais. Mais en regardant autour d'elle, elle vit les visages des habitants de Saint-Albert, unis comme jamais auparavant. Ils avaient affronté ensemble leur peur et choisi définitivement la vérité plutôt que le silence. Lucien posa doucement une main sur son épaule. « Ce soir, Clémence, tu as libéré Saint-Albert. » Elle le regarda avec gratitude, consciente qu'elle avait trouvé dans cette épreuve bien plus qu'elle n'avait perdu. Les jours qui suivirent l'incendie furent marqués par une profonde agitation à Saint-Albert. Alors que les braises de la villa des Ormes refroidissaient lentement, le village tout entier commençait à prendre pleinement conscience de la vérité révélée au cours de cette nuit fatidique. Lucien Delorme, en tant que maire, organisa rapidement une assemblée générale dans la salle communale pour aborder ouvertement, pour la première fois,
les événements survenus. Les habitants se rassemblèrent massivement, remplissant la salle d'une ambiance lourde de tension et d'attente. Assise aux côtés de Lucien, Clémence Varenne observa avec émotion les visages des habitants qui avaient tour à tour soutenu, douté ou redouté son retour. Aujourd'hui, elle voyait clairement leur désir collectif de tourner définitivement la page sombre de leur passé. Lucien prit la parole, calme et rassurant. « Mes amis, les derniers événements ont bouleversé profondément notre communauté. La vérité que Clémence a fait émerger a révélé non seulement les crimes cachés par quelques-uns, mais aussi nos propres faiblesses. Désormais, il est temps de reconstruire notre village sur des bases solides et transparentes. » Un murmure d'approbation traversa la salle. Jeanne Morel, respectée de tous, se leva ensuite. « Nous devons remercier Clémence d'avoir eu le courage de revenir. Elle nous a ouvert les yeux sur des réalités difficiles, mais nécessaires à affronter. » Des applaudissements chaleureux accueillirent ces paroles. Clémence, émue par cette reconnaissance inattendue, ressentit enfin une forme de paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Mais au fond de la salle, une voix hésitante s'éleva soudain. « Et maintenant, qu'allons-nous faire des coupables ?» Tous se tournèrent vers la voix. Pierre Jouve, calme mais ferme, répondit simplement. « Ils devront répondre devant la justice. » Lucien approuva solennellement. « Nous avons déjà transmis toutes les preuves aux autorités compétentes. Bientôt, la vérité sera officiellement reconnue et justice sera rendue. » Cette annonce apaisa sensiblement les esprits encore troublés. Mais Lucien poursuivit avec gravité. « Cependant, la justice ne suffira pas. Nous devons également guérir les blessures qui divisent encore notre village. » Une voix tremblante interrompit alors Lucien. C'était celle de Charles Montfort, qui se tenait humblement près de Clémence. « Je voudrais aussi demander pardon à Clémence et au village. J'ai longtemps gardé le silence par peur, mais je suis prêt désormais à tout faire pour réparer mes erreurs. » Son geste sincère émut profondément la salle, encourageant d'autres villageois à prendre la parole à leur tour, exprimant leurs regrets ou leur désir sincère de réconciliation. Peu à peu, l'atmosphère se transforma, passant du ressentiment à une volonté collective de reconstruction. Lucien, ému par ce changement profond dans le cœur des habitants, déclara avec émotion : « Ce soir, Saint-Albert commence une nouvelle histoire. Une histoire fondée sur la vérité, la justice et la confiance. » Un tonnerre d'applaudissements clôtura la réunion, marquant symboliquement un tournant majeur pour tout le village. Dans les jours suivants, la reconstruction commença, tant matérielle qu'émotionnelle. Plusieurs villageois offrirent spontanément leur aide à Clémence pour réhabiliter la villa des Ormes. Chaque pierre posée, chaque réparation effectuée, représentait un geste symbolique de réparation et de pardon collectif. Parmi les premiers volontaires figurait Antoine Morel, le chef de gare, qui vint lui-même offrir son aide. « Je veux que vous sachiez, Clémence, que votre père était un homme bien. Il mérite qu'on se souvienne de lui avec respect. » Clémence, touchée par ces mots, le remercia sincèrement. « Merci Antoine, votre soutien me touche énormément. » Pendant ces travaux, Lucien et Clémence passèrent beaucoup de temps ensemble, apprenant progressivement à se connaître davantage. Leur complicité grandissait jour après jour, fondée sur une confiance mutuelle et un profond respect. Un soir, alors qu'ils contemplaient ensemble la villa en reconstruction, Lucien osa enfin poser une question délicate à Clémence. « Comptes-tu rester définitivement à Saint-Albert, après tout ce qui s'est passé ?» Clémence réfléchit un moment avant de répondre calmement. « J'ai longtemps cru que je devais fuir mon passé pour trouver la paix. Mais en revenant ici, j'ai compris que c'était en affrontant la vérité que je pouvais enfin me libérer. Oui, Lucien, je reste. » Lucien sourit doucement, visiblement soulagé et heureux de cette décision. « Saint-Albert a besoin de toi, Clémence.
Et peut-être que moi aussi. Leurs regards se croisèrent longuement, échange silencieux mais profond qui scella définitivement leur lien. Pendant ce temps, les autorités ouvrirent une enquête officielle. Paul Vassal, Augustin Leroux, Henri Mallet et leurs complices furent interpellés rapidement. Face aux preuves accablantes réunies par Clémence et ses alliés, ils avouèrent leurs crimes, révélant toute l'ampleur du réseau de corruption qu'ils avaient établi au fil des années. La nouvelle de leur arrestation fut accueillie avec soulagement et satisfaction par tous les habitants de Saint-Albert, confirmant définitivement le triomphe de la justice et de la vérité sur le mensonge et la peur. Cependant, même après leur arrestation, Lucien organisa une réunion supplémentaire pour discuter de l'avenir du village. Il proposa notamment de créer un espace commémoratif près de la Villa des Ormes pour honorer la mémoire de Laurent Varenne et rappeler aux générations futures l'importance de la vérité et du courage. Cette proposition fut immédiatement approuvée à l'unanimité, consolidant l'unité nouvelle du village. Au cours d'une soirée organisée quelques jours plus tard à la bibliothèque par Agnès Richard pour célébrer ce nouveau départ, Clémence prit la parole avec émotion. « Merci à chacun d'entre eux, et vous. Sans votre courage et votre soutien, rien de tout cela n'aurait été possible. Je suis fier d'être revenu parmi vous, fier de partager avec vous ce nouveau chapitre que nous écrivons ensemble. » L'assistance, émue, répondit par de chaleureux applaudissements. Lucien, se tenant près d'elle, ajouta avec douceur « Aujourd'hui, grâce à toi, Clémence, Saint-Albert n'est plus simplement un village. C'est une famille réunie par la vérité. » Alors que la soirée avançait, Clémence observa discrètement ces gens, autrefois divisés par la peur, désormais réunis dans une confiance retrouvée. Elle sut alors que son retour, malgré toutes les épreuves traversées, était la plus belle décision de sa vie. Quelques mois s'étaient écoulés depuis les événements bouleversants qui avaient secoué Saint-Albert. Le village, désormais apaisé, profitait d'une douceur printanière qui semblait effacer doucement les traces douloureuses laissées par les révélations passées. La Villa des Ormes, entièrement rénovée grâce aux efforts collectifs des villageois, s'élevait désormais majestueusement au milieu d'un jardin en fleurs. Ce matin-là, Clémence Varenne se tenait sur la terrasse, admirant le paysage lumineux qui s'offrait à elle. La chaleur du soleil sur son visage semblait symboliser sa renaissance personnelle, après tant d'années passées dans l'ombre. Lucien Delorme arriva doucement derrière elle, souriant tendrement. Tout semble enfin paisible, n'est-ce pas ? Clémence se retourna, souriant à son tour. Oui, pour la première fois depuis mon enfance, je sens que tout est exactement à sa place. Lucien prit délicatement ses mains dans les siennes. Aujourd'hui est un jour spécial, Clémence. Le mémorial dédié à ton père va être inauguré officiellement. Tout le village sera là. Elle hocha doucement la tête, émue. J'ai attendu ce moment si longtemps. Quelques heures plus tard, tous les habitants de Saint-Albert s'étaient réunis devant la Villa des Ormes, près du mémorial érigé en l'honneur de Laurent Varenne. Un silence respectueux régnait sur la foule, alors que Lucien s'avança solennellement vers le micro installé pour l'occasion. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme qui a sacrifié sa vie pour protéger sa fille, mais aussi la vérité. Laurent Varenne restera pour toujours un exemple de courage et d'intégrité pour chacun d'entre nous. Clémence s'approcha lentement du mémorial, dévoilant avec émotion une plaque gravée. En mémoire de Laurent Varenne, homme de courage et d'honneur, dont la vérité libéra Saint-Albert. Les applaudissements chaleureux qui suivirent furent accompagnés d'émotions sincères, révélant l'unité retrouvée du village. Antoine Morel, Charles Montfort, Agnès Richard, Jeanne Morel, André Belin, Pierre Jouve et tant d'autres, visages familiers, souriaient à Clémence, reconnaissant d'avoir trouvé ensemble la voie vers la vérité et la paix. À l'issue de la cérémonie, alors que les villageois se dispersaient lentement,
Lucien entraîna Clémence à l'écart, vers un banc isolé sous un grand chêne. « Il y a quelque chose que je voudrais te donner, Clémence. » Surprise, elle l'observa sortir délicatement un petit écrin bleu nuit de sa poche. « Ce bijou appartenait à ma mère. C'est le symbole d'un nouveau départ, d'une promesse de bonheur futur. » Clémence ouvrit lentement l'écrin, découvrant une magnifique bague ancienne, délicatement ornée d'un saphir bleu profond, brillant doucement à la lumière du soleil. « Lucien, c'est magnifique. » Il la regarda profondément dans les yeux. « Clémence, veux-tu rester ici avec moi, à Saint-Albert, pour toujours ?» Émue aux larmes, Clémence hocha lentement la tête. « Oui, Lucien, avec toi. Je n'ai plus jamais envie de partir. » Leur étreinte, douce et sincère, scella définitivement leur destin commun, sous le regard bienveillant du village qui avait su les réunir. Quelques semaines plus tard, une grande fête fut organisée sur la place centrale de Saint-Albert pour célébrer officiellement l'union de Lucien et Clémence. Tous les habitants, heureux et libérés des ombres du passé, participèrent joyeusement à ce moment unique. La fête, chaleureuse et animée, marqua définitivement le début d'un nouveau chapitre pour tout le village. Antoine Morel, dansant, maladroitement mais joyeusement, faisait sourire toute l'assemblée. Agnès Richard partageait avec passion les anecdotes historiques du village, tandis que Charles Montfort observait la scène avec un sentiment profond de rédemption. À la tombée de la nuit, Lucien et Clémence furent invités à prononcer quelques mots. Clémence, prenant délicatement la main de Lucien, parla avec une émotion sincère. « Merci à chacun d'entre vous. Votre accueil, votre confiance, votre amour m'ont offert un cadeau précieux, un véritable foyer. » Lucien ajouta, avec une douce complicité, « Saint-Albert n'est plus seulement un village, c'est désormais une famille dont nous sommes fiers de faire partie. » Les applaudissements, joyeux et enthousiastes, résonnèrent longtemps dans la nuit claire, célébrant la fin d'un long chemin de lutte et le début d'un avenir radieux et serein. Quelques jours après la célébration, Clémence retourna seule dans le salon de la Villa des Ormes, désormais rénovée, mais conservant précieusement les souvenirs du passé. Lentement, elle prit dans ses mains une vieille paire de lunettes noires, celles qu'elle portait autrefois pour se protéger du monde. Elle contempla longuement cet objet symbolique, souriant doucement en réalisant combien elle avait changé depuis son arrivée mystérieuse à Saint-Albert. Avec douceur mais détermination, elle déposa délicatement les lunettes dans un tiroir, refermant lentement celui-ci, comme pour dire définitivement adieu à celle qu'elle avait été autrefois. À cet instant, elle sentit une présence familière, derrière elle. Lucien était là, l'observant silencieusement. « Tu n'en as plus besoin », dit-il simplement avec douceur. Elle se retourna vers lui, le visage rayonnant de sérénité. Plus jamais. Leur étreinte fut tendre et profonde, exprimant sans mots tout l'amour et la confiance désormais partagés. Ce soir-là, debout sur la terrasse sous les étoiles brillantes, Clémence et Lucien regardèrent ensemble les lumières du village, scintillant doucement dans la nuit. Lucien murmura alors doucement « Tu vois, Clémence, même dans la plus profonde obscurité, la lumière finit toujours par apparaître. » Elle sourit doucement, apaisée. « Oui, Lucien, et parfois, il suffit juste d'avoir le courage d'ouvrir les yeux. » Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.